La cybersécurité, c'est un domaine qui aujourd'hui fascine beaucoup de jeunes. Les termes de bienveillance, le terme de collaboration, également le terme de communication. On choisit aussi en grande partie ses missions et ses clients. Peut-être qu'on ne va pas travailler pendant tant d'heures dans la journée, mais par contre, il va falloir quand même répondre à la demande. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les lycées présents. Je suis Corentin Perrault-Desgachons, je suis responsable du pôle talent au sein de l'association La Mêlée qui porte un programme très ambitieux qui s'appelle Numérique pour elle et qui s'entoure de beaucoup de partenaires et de beaucoup de femmes qui viennent témoigner de leur métier. Aujourd'hui, on est sur le premier webinaire de lancement de ce programme. On est ravis de vous avoir avec nous, on est ravis d'avoir autant de lycées, autant d'établissements scolaires présents aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, on va parler des métiers du numérique. Vous allez voir qu'on va parler de métiers qui sont assez tech, des métiers de la cybersécurité, des métiers de l'intelligence artificielle, des métiers aussi du web design. Et ce webinaire va durer environ 1h30, parce que c'est un format qui a fait ses preuves, qu'on a déjà testé. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc, ce webinaire est enregistré. Il y aura un replay qui sera disponible, notamment pour les lycées qui n'ont pas pu être présents, puisque, sachez-le, aujourd'hui, 16 établissements sont engagés à nos côtés sur ce programme. Et on remercie plus particulièrement les chefs d'établissement, les intervenants, les intervenantes, mais aussi tous les enseignants qui sont mobilisés. Et vous avez beaucoup de chance d'avoir des enseignants aussi engagés, parce que ce sont des sujets qui sont vraiment d'actualité et vous êtes la génération qui allait faire bouger les choses sur plein de sujets, mais notamment sur ce sujet-là. Les lycées qui sont présents, je ne vais pas tous les citer, mais le programme Numérique pour elle va nous permettre de pouvoir intervenir aussi physiquement dans vos lycées. C'est le cas aujourd'hui, notamment au lycée Françoise à Tournefeuille, qui viendra aussi dans 2 semaines mobiliser 60 lycéennes lors de la mêlée numérique le 30 septembre. On a une grosse action aussi qui vient dès la semaine prochaine pour le lycée Françoise Combe de Montpellier, où on va intervenir face à 180 élèves et leurs parents. Et puis après, le lycée Vincent Auriol à Revel en octobre, il y en a plein d'autres. J'espère qu'on viendra à Pamiers et sur l'ensemble des départements, puisque ce programme est orienté sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie. Donc, on n'hésitera pas à se déplacer et à déplacer aussi toutes ces connaissances et ces rencontres auprès de vous. Ce matin, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de data, on va parler de cybersécurité. Je suis à peu près sûr que vous avez déjà entendu ces termes. Si ce n'est pas le cas, on va en parler plus spécifiquement ce matin avec nos intervenantes. Tous ces termes, justement, intelligence artificielle, data, cybersécurité, si vous avez la possibilité de mettre dans le chat ce que ça vous évoque, quels sont les métiers dont vous avez entendu parler aussi autour de ces technologies, n'hésitez pas à mettre vos questions plus tôt dans le chat, puisque si on ouvre le micro de chaque lycée, ça risque d'être un petit peu plus complexe d'entendre de manière claire et audible tout le monde. Mais voilà, si les intervenantes veulent aussi intervenir et poser des précisions, elles pourront aussi utiliser le chat, bien sûr. D'ailleurs, ces intervenantes de la tech, ce sont des profils assez différents aujourd'hui qui se sont rendus disponibles avec un objectif pour nous et pour vous de vous présenter des métiers et on va dire un état des lieux un peu des femmes dans la tech. Les femmes dans les métiers justement du numérique, c'est évidemment une question qui est très importante pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc on est très fiers aujourd'hui d'avoir à la fois des garçons et des filles présentes, puisque c'est un enjeu pour toutes et tous, pour justement l'utilisation qu'on va faire de la tech. Je suis à peu près persuadé que les intervenantes auront des petites anecdotes à vous parler justement sur ce manque d'équilibre entre les hommes et les femmes. Je vais dire peut-être quelque chose d'assez bateau, mais j'espère que tout le monde en a conscience. Les métiers de la tech ou les métiers du numérique, ce ne sont pas des métiers pour les hommes ou ce ne sont pas des métiers pour les femmes. Je pense que vous êtes informés de cette partie-là. J'espère qu'à l'issue de ce programme, vous en serez assez persuadés de vous dire qu'aujourd'hui, être une femme ou un homme et travailler dans la tech, on a absolument les mêmes chances.
Donc, merci à toutes et à tous de vous rendre disponibles ce matin. Je vais laisser la parole à Sylvie Launay qui va justement animer toute cette matinée avec l'intervention de toutes ces femmes qui se rendent disponibles aujourd'hui. Merci et très bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Corentin pour toute cette présentation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 6 femmes hein, qui vont nous parler de leur parcours, de leur expérience, de leur quotidien, de leur métier, pour vous permettre d'en savoir un petit peu plus et puis peut-être créer chez certains d'entre vous des vocations. En tout cas, on l'espère. Nous avons la chance d'accueillir parmi nous la société Micropole avec Sarah Seban qui est chargée du recrutement dans cette société et qui va tout d'abord nous faire une présentation de son entreprise et qui puis à la fin nous fera un petit récapitulatif de pourquoi son entreprise est engagée et comment elle souhaite œuvrer pour plus de mixité dans le numérique. Bonjour Sarah, Bonjour, je vais vous laisser la parole. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, puisque nous avons des hommes parmi nous. Donc, je vais vous présenter très rapidement le groupe Micropole. Donc, nous sommes donc un cabinet de conseil qui sommes spécialisés dans la transformation des entreprises, dans l'accompagnement de la transformation de ces entreprises, par la data. Alors, le groupe Micropole, donc comme je vous l'ai dit, accompagne ses clients issus de différents secteurs et activités du début jusqu'à la fin de la transformation de ces dudit clients. C'est-à-dire que nous allons intervenir à partir du début, donc du conseil, à la mise en œuvre opérationnelle de toutes les transformations que vont connaître ces clients-là. En se basant sur leur stratégie data, bien évidemment, et nous allons bien évidemment les accompagner de A à Z. Notre groupe est composé d'à peu près 1200 d'experts consultants, donc nous sommes un assez grand groupe, je dirais, et nous sommes présents dans différents pays, principalement en Europe, mais également en Chine. Et nous accompagnons nos clients dans leur enjeu de transformation qui a été, comme on l'a bien vu, durant la crise du Covid. Et on les accompagne vraiment à travers la transformation de leur métier et ou de leur secteur d'activité à travers la data. L'objectif étant pour eux d'être beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus performants pour aller vers une croissance beaucoup plus durable et responsable. Comme je vous l'ai dit à l'instant, nous sommes présents un petit peu partout. Donc, en Europe, comme vous le voyez, nous sommes bien évidemment très présents en France, donc un petit peu partout en France. En Belgique, au Luxembourg. Très récemment, nous nous sommes installés à Barcelone et puis surtout en Chine. Et nous fêtons en 2022 donc nos 35 ans d'existence et d'expertise. Nos clients, donc je vous en ai déjà parlé, donc nous avons différents clients issus de différents secteurs d'activité, donc à la fois la mode et le luxe. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, nous avons certaines très très belles marques, le domaine de la banque, de l'assurance, donc différents clients à travers le monde. Voilà pour la présentation rapide de Micropole. Merci beaucoup Sarah. Donc pour continuer un petit peu plus à connaître Micropole, nous avons la chance d'accueillir l'une de vos collaboratrices, Maike Muciano. Maike, vous êtes consultante en informatique chez Micropole. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste ce métier de consultante en informatique? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Maike, j'ai 38 ans, je suis consultante en informatique. Consultante en informatique, c'est un terme large qui désigne plusieurs métiers en fait. Moi, personnellement, je suis chef de projet parce que j'adore les listes, j'adore organiser, donc c'est mon métier. Cependant, quand on est consultante, on peut être amené aussi à faire une variété
d'action. On a chez nous des consultantes fonctionnelles, c'est-à-dire les consultantes qui vont chez le client et qui demandent qu'est-ce que vous voulez dans votre logiciel, vous avez besoin de quoi. On a des consultantes qui sont plutôt formation, qui aiment bien donner des formations, montrer comment fonctionne le logiciel. Il y a des consultantes chez nous aussi qui font du change, donc conduite au changement. On intègre un nouveau logiciel chez un client, donc il faut lui expliquer un peu comment ça va se passer, les nouveaux process. Donc, je dirais l'avantage d'être consultante, c'est que lorsque on trouve des domaines qui nous plaisent, ben, on peut rapidement changer, on peut être amené à travailler sur différents terrains, on va dire. Et avant, donc Sarah a parlé un peu de nos clients. Moi, par exemple, je suis chef de projet chez Hermès, donc la maroquinerie de luxe, mais je suis aussi consultante fonctionnelle chez Monoprix, mais je travaille également aussi en tant que PMO, donc chef de projet plus plus chez Saint-Gobain. Donc j'ai plein de clients différents avec plein de casquettes différentes et ce qui fait qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Super témoignage. Je pense qu'effectivement, c'est important de mettre en avant le fait que de travailler dans le numérique permet, de découvrir plein de secteurs d'activité, plein de domaines, et chaque jour est différent, en fait. Absolument. Merci beaucoup, Maïke. Nous avons également le plaisir de recevoir Hélène. Hélène, vous êtes, graphiste print et web en freelance. Heu, c'est quoi, le métier de graphiste print et web? Et parlez-nous un petit peu du statut de freelance? Oui, bonjour. Du coup, alors c'est un métier en fait qui est dans le domaine de la création. Pour ma part, j'ai fait des études aux Beaux-Arts de Toulouse, mais ce n'est pas du tout une filière obligatoire. Alors c'est un métier en fait qu'on voit en fait partout, tous les jours, sans forcément vous en rendre compte, puisque du coup en fait ça touche énormément de domaines. Donc c'est essentiellement la création d'identité visuelle, c'est tout ce qui touche le logo, les cartes de visite, les menus de restaurant, les flyers. Mais également tout ce qui est plaquettes, brochures, alors à la fois d'entreprise, ça peut être pour de l'institutionnel également. Après tout ce qui est packaging, alors moi ça je n'en fais pas, mais ça peut être une branche également. Il y a également tout ce qui est affiche, donc ça on en voit tous les jours partout. Et également tout ce qui touche au web, donc site internet, réseaux sociaux. Voilà, donc moi du coup j'ai ces deux casquettes on va dire, ce qui me permet en fait de proposer des identités visuelles complètes lorsqu'on vient me voir. Ça part donc d'abord du logo, carte de visite et puis parfois pour des sites internet et du coup on a une cohérence et une homogénéité sur toute la communication de l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment un domaine très très varié puisque on peut chacun se spécialiser dans quelque chose. Et pour ma part, c'est également, en fait, tous les jours sont assez différents puisque du coup, d'un projet à l'autre, et c'est ça qui me plaît d'ailleurs, c'est vraiment de la création. Donc même si on va avoir deux brochures à faire ou deux plaquettes ou deux logos, ils seront jamais identiques. On a des clients vraiment très très variés. Ça peut être de l'indépendant à un grand groupe ou à une institution également. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Moi, c'est ce qui me plaît, la variété. C'est intéressant le fait que vous puissiez témoigner de votre métier puisqu'on voit vraiment que, le point fort dans votre activité, c'est pas forcément la connaissance en maths ou la connaissance en sciences. C'est vraiment un métier qui, est dans le domaine du numérique, et qui fait appel surtout au sens de la créativité, de l'imaginaire, Tout à fait. Et bah, du coup, pour remonter un petit peu en arrière, donc moi j'ai 15 ans d'expérience, mais justement tout ce qui était études générales, pardon, jusqu'au bac, j'étais plutôt moyenne, voilà, j'ai eu mon bac à la repêche, voilà. Mais dès que j'ai commencé à aller vers ma filière aux Beaux-Arts, ce qui me plaisait, du coup, créativité qui sort complètement de de tout ce qu'on peut apprendre au lycée, même voilà. Là, ben voilà, j'ai excellé et j'ai trouvé ma voie. Et effectivement, voilà, c'est pas même si voilà, on a besoin effectivement de toutes les connaissances du culturel et d'être vraiment avec des notions de veille et de se cultiver en fait essentiellement, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec effectivement le domaine des mathématiques ou de l'histoire. Donc voilà, c'est dès qu'on a trouvé sa voie et dès on est dans une filière qui nous convient, je pense que on peut exceller. et freelance alors? Parlez-nous un petit peu de ce Oui. statut.
Tout à fait. Alors, du coup, moi, alors, voilà, comme je disais, j'ai commencé il y a 15 ans. J'ai commencé tout d'abord en freelance pendant quasiment un an, pour après finalement aller vers un statut de salarié. Ce que je conseillerais au début par rapport à l'expérience qu'on peut acquérir, aux compétences des personnes qui sont déjà dans ce domaine. Donc, du coup, j'ai appris énormément pendant ces nombreuses années et je me suis remise en freelance là depuis un an. Voilà, donc maintenant que j'ai acquis toutes les compétences, je pense que je peux répondre aux demandes des clients en toute autonomie. Mais je conseille quand même voilà, de partir sur d'abord un statut peut-être salarié pour en apprendre plus. Donc le statut de freelance, ce que c'est exactement, au niveau juridique, il y a plusieurs domaines, donc ça je ne vais pas rentrer là-dedans, il faut voir au niveau des comptables ce qui est le mieux. Mais le statut de freelance, c'est être autonome, travailleur individuel. Être libre en fait de choisir ses clients, de choisir ses horaires, de travailler de n'importe où. C'est ça qui est avantageux. Mais après, le revers de la médaille, c'est aussi, ok, on est libre, peut-être qu'on va pas travailler pendant tant d'heures dans la journée, mais par contre, il va falloir quand même répondre à la demande et donc travailler peut-être le soir, le week-end, faire des journées plus grosses le lendemain. Enfin voilà. N'insistons peut-être pas sur les week-ends et les soirs. Non, mais faut être clair que voilà, du coup, en tant que freelance, en fait, on s'adapte à nos besoins, en fait, c'est ça. Donc, du coup, si je le fais, c'est par envie de travailler en dehors des horaires. Voilà, c'est vraiment une envie. Mais du coup, on est vraiment, voilà, on est vraiment en contact direct avec le client. Et moi, c'est ce qui me plaît essentiellement. On sent à travers vos 2 premiers témoignages, Maïke et puis vous, Hélène, que la notion de plaisir, de diversité dans le quotidien, dans le voilà, on sent vraiment qu'il y a une notion de plaisir dans vos métiers. Complètement. Moi, je pense que comme c'est de la création, il faut être complètement, comment dire, c'est pas un métier, c'est un métier de choix c'est presque de passion en fait. Voilà, c'est le mot. Je suis vraiment passionnée par mon métier et c'est pour ça que quand je parle du soir au week-end, en fait, c'est parce que moi, ça me dérange pas du tout Oui, c'est ça, de on le voit pas le faire temps parce que c'est une passer. passion. Ouais, exactement, en fait, c'est ça. Maïke, un petit mot? Alors, moi, je travaille pas le soir et le week-end, mais je suis Bien. passionnée, je suis très passionnée par ce que je fais pour la simple raison que quand on est consultante, on n'est pas freelance, mais on choisit aussi en grande partie ses missions et ses clients. Et c'est ça qui est intéressant. On n'est pas sous l'obligation de devoir fournir une prestation dans un domaine qui ne nous plaît pas. Merci mesdames. Je reviendrai auprès de vous pour vous poser plein d'autres questions par la suite. Nous avons également le plaisir d'accueillir, Sophie Bénissi. Bonjour Sophie, vous êtes ingénieure cybersécurité chez Thales. Alors le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine qui aujourd'hui fascine beaucoup de jeunes. Quand on leur pose la question, quand ils veulent travailler dans le domaine du numérique, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent travailler dans la cybersécu. Alors première question, comment devient-on ingénieur cybersécu et en quoi consiste votre métier, notamment chez Thales? Alors bonjour à tous et à toutes. Alors comment on devient ingénieur en cybersécurité? Donc déjà, il faut devenir ingénieur. Et c'est pas la chose la plus facile à faire. Donc moi, j'ai commencé plutôt avec un bac technique, donc un bac à l'époque qui s'appelait Sciences technologiques de l'électronique, je sais plus, STI, industriel. Ensuite, j'ai poursuivi sur un BTS en électronique parce que depuis mon adolescence, j'étais un petit peu passionnée par tout ce qui était électronique et puis sécurité, le domaine du renseignement. Donc à l'issue de ce BTS, je me suis aperçue qu'en fait, après un BTS, on ne gagnait pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même continuer un peu. J'ai donc poursuivi sur une licence professionnelle donc, qui se fait essentiellement en entreprise. Donc il y a, je crois, 4 mois de cours et 6 mois en entreprise. Donc en administration et sécurité des réseaux. Donc là, on était vraiment sur des systèmes Linux, plutôt open source, donc plutôt des systèmes ouverts, que j'ai réalisé chez Orange. Et à la suite de cette licence pro, je me suis également rendu compte qu'on ne gagnait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup plus que le BTS. Et donc je me suis dit, c'est dommage, après 23 ans ou 20 et quelques années d'école, alors que je n'étais pas forcément passionnée par l'école, j'ai dit, ça serait bête d'arrêter. Et donc j'ai demandé à mon tuteur, à l'époque, si je pouvais continuer chez lui en tant qu'apprenti en école d'ingénieur.
Et donc, j'ai postulé à toutes les écoles d'ingénieurs que j'ai pu parce que j'étais un petit peu en retard sur les plannings des recrutements. Donc, une école m'a recruté, donc 3IL Rodez. Et je suis repartie donc sur 3 ans d'études en apprentissage, en école d'ingénieur. Donc, il faut savoir que le rythme est assez soutenu, notamment sur les périodes en école où on a le même programme qu'une école d'ingénieur classique. Donc, les semaines sont assez denses. On travaille énormément, beaucoup plus qu'en entreprise. Et donc, à l'issue de ces 3 années d'ingénieur informatique, parce que j'ai juste un diplôme d'ingénieur généraliste en informatique, j'ai été embauchée par Altran pour travailler chez Airbus. Et donc, j'ai fait 3 ans d'Airbus dans l'aviation. Et ça m'a donné l'opportunité de rentrer vraiment dans la sécurité, puisque j'ai été amenée à spécifier des systèmes embarqués. Et donc, avec un contexte fort de sûreté pour protéger les gens et de sécurité pour ne pas que les systèmes avioniques soient donc hackés facilement. Et à l'issue de ces 3 ans, j'ai été embauchée donc chez Thales à Paris pour travailler pour l'armée, donc la Direction générale de l'armement, sur un projet d'interconnexion des réseaux de toutes les armées françaises. Et ensuite, je suis revenue à Toulouse parce que bon, la vie parisienne, c'était bien, mais ça ne me plaisait absolument pas. Donc, je suis revenue à Toulouse et j'ai pu intégrer un projet spatial où là, j'ai pu mettre en œuvre tout ce que j'avais appris sur mes différentes missions, puisqu'en fait, il y a toujours un tronc commun qui est l'utilisation d'un cycle en V, donc avec en amont, on va dire les normes internationales. Donc, il y a celle de l'aviation, il y a eu celle des réglementations, on va dire, militaires françaises. Et puis ensuite, donc en intégrant le spatial, j'ai dû apprendre les normes européennes afin de développer de façon sécurisée et d'intégrer des systèmes de façon sécurisée sur un cycle en V. Je ne sais pas si c'était à peu près clair ou si j'ai perdu tout le monde, mais l'idée est là, c'est-à-dire que comment on devient ingénieur sécurité, cybersécurité, le terme est vaste. Donc, on est d'abord un ingénieur et après on se spécialise au fur et à mesure de ses expériences. Mais d'abord on est ingénieur. Donc d'abord on a une connaissance générale des mathématiques parce que bon, si on n'aime pas les mathématiques, on ne fait pas ingénieur parce qu'il y a 25 heures de mathématiques par semaine. Donc c'est assez dense. Surtout que c'est assez compliqué quand on a fait un BTS et une licence pro. Donc il vaut mieux avoir fait le cursus classique, bac S, enfin bac scientifique, une prépa et après intégrer une école d'ingénieur. C'est beaucoup plus simple parce que j'ai vraiment ramé. Et donc voilà. Donc comment on devient ingénieur? En cybersécurité, ce sont les expériences essentiellement. Vous suivez les traces de Margaret Hamilton, non? Alors je ne sais pas qui est cette personne. Ah! Alors bravo. C'est pas une ingénieure à la NASA, non? Oui, tout à fait. C'est C'est ça? une des personnes qui a fait partie du programme Apollo. C'est Voilà, grâce c'est à ça. elle notamment que la fusée a pu décoller. Donc voilà, ce qui est un petit peu, difficile aujourd'hui à voir, c'est que beaucoup d'hommes, sont très, très célèbres dans le domaine de l'informatique et même vous, en tant que femme, œuvrant dans le domaine de la sécurité informatique et dans l'informatique en général, avez du mal à avoir ces rôles modèles et c'est un peu dommage. Mais bon, on va y travailler, lors du programme numérique pour elle, je vous en assure. Il y a des choses très, très intéressantes qui ressortent de votre témoignage, Sophie. C'est le fait que vous avez, fait un parcours en plusieurs étapes. C'est-à-dire que effectivement, pour être ce que vous êtes aujourd'hui, il faut avoir un diplôme d'ingénieur, mais pour autant, vous avez démarré par un BTS et ensuite vous avez, fait un cursus en alternance. Donc ce qui est intéressant, dans ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y a pas une seule et unique voie pour, travailler dans le domaine de l'informatique et il y a toujours cette possibilité, de rebondir, de changer de secteur d'activité, d'aller vers d'autres domaines. C'est ce que disaient aussi, les 2 personnes qui nous ont fait part de leur témoignage auparavant. C'est que, il y a vraiment un champ des possibles et à partir du moment où vous avez envie de vous spécialiser dans un secteur et beh, vous avez cette possibilité d'aller, changer de métier, d'aller dans des secteurs très différents. C'est super intéressant. Oui, en fait, dans l'informatique, il y a essentiellement, on va dire, 2 métiers. Donc, on va dire la programmation d'un côté, et de l'autre, l'aspect, on va dire, réseau.
Et donc la cybersécurité, c'est un mix des deux, c'est-à-dire que on va utiliser la programmation, on va utiliser les réseaux et on va sécuriser l'ensemble des deux pour qu'on arrive à produire on va dire un produit qui est dit sécurisé. Voilà. D'accord. Alors, que les élèves, qui sont dans les classes ne se disent pas: «Oh là là, il faut que je fasse, 10 ans d'études, pour faire de l'informatique». Aujourd'hui, on a un panel de femmes qui, toutes sont bien et à l'aise dans leurs expériences professionnelles. Certaines ont fait le choix d'aller faire des études très poussées qui nécessitent des compétences assez poussées aussi en mathématiques, mais d'autres, comme vous avez pu le voir, n'ont pas fait ce choix. Continuons notre exploration des différents métiers. Nous accueillons, aussi à nos côtés Sarah Lacaze. Bonjour Sarah. Alors Sarah, vous êtes makeuse, formatrice numérique freelance adultes et enfants. Vous créez des projets ludiques et pédagogiques. Parlez-nous de votre métier et présentez-nous ce qu'est un Fab Lab. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais me présenter rapidement donc, pour désacraliser le monde du numérique. Je ne suis pas du tout une scientifique. J'étais avant archéologue. Donc, rien à voir avec le domaine du numérique, de la programmation. Et aujourd'hui, je suis formatrice pour adultes sur le numérique et sur la programmation. Et pour les enfants, j'enseigne la programmation, la robotique et l'électronique. Donc voilà, c'est vraiment, je suis tombée dans la médiation, donc c'est-à-dire la vulgarisation, faire le lien entre le grand public et le domaine de la recherche. Donc avant, c'était de la médiation en archéologie. Donc ce week-end, par exemple, vous avez les Journées du patrimoine. Et si vous allez aux Journées du patrimoine, vous allez rencontrer des médiateurs qui vont vous expliquer une église, un château, un site archéologique. Et c'est vraiment ce domaine-là qui m'a amené petit à petit vers tout ce qui est électronique, robotique et programmation. Donc j'ai laissé de côté l'archéologie pour vraiment transmettre voilà, ces domaines-là et donner envie à tous de faire de la programmation, de l'électronique et de la robotique. Alors, Ça les Fab Labs, oui, allez-y. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. C'est intéressant puisque on s'aperçoit à travers votre parcours que l'informatique est partout. C'est-à-dire que, bah, on peut partir d'un secteur d'activité qui n'a rien à voir à la base, on l'imagine, avec l'informatique et on voit qu'il y a quand même ce lien. Aujourd'hui, on dit que tout est numérique, j'imagine que dans la recherche archéologique, et dans le patrimoine, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en avant. Il y a d'ailleurs, certaines choses qui sont mises en avant, pour travailler différemment grâce au numérique. Et donc les Fab Labs, excusez-moi, je vous ai coupé. Il n'y a pas de problème. Je vais rebondir sur le numérique, oui, il est partout. Par exemple, en archéologie, quand j'ai soutenu ma maîtrise en 2000, donc ça remonte, j'avais une toute petite partie sur qu'est-ce que va être l'archéologie plus tard. Donc, il n'y avait pas encore l'accès comme aujourd'hui Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et on avait déjà tout ce qui était modélisation 3D. Donc, dans le numérique, vous avez, donc c'était Hélène qui nous parlait de design, vous avez la création aussi. Il y avait la modélisation 3D, il y avait l'analyse spatiale, donc géographique, analyse des données. Donc on va retrouver le numérique aussi bien dans les domaines artistiques, mais dans l'industrie, dans le spatial, dans la mécanique, dans la cuisine. Tout à l'heure, c'est Maïke qui nous parlait d'Hermès. Donc le numérique et les métiers du numérique, on va vraiment les trouver dans tous les domaines. Et alors, dans un Fab Lab, eh bien, un Fab Lab, je suis sûre qu'il y en a plein autour de chez vous, parce qu'en Occitanie, on est assez riche au niveau des Fab Labs. C'est un lieu qui est ouvert à tous, c'est-à-dire aussi bien aux enfants que pour les grands. Et là, vous allez pouvoir découvrir différents types de machines. On appelle ça des machines à commande numérique, donc qui sont souvent reliées à un ordinateur où on va leur donner un programme et ces machines vont exécuter. Alors, il va y avoir par exemple l'impression 3D. Je suis sûre que vous avez déjà vu et peut-être que dans votre lycée, vous avez une imprimante 3D qui va permettre donc de modéliser. D'abord, on va partir sur la conception informatique et ensuite, on va transmettre un fichier à une imprimante qui va pouvoir imprimer un objet. Donc, ça peut être pour le plaisir, imprimer des figurines, mais ça peut être également pour l'industrie, faire des prototypes. Il y a des imprimantes 3D dans l'espace, il y a des imprimantes 3D même en cuisine. Donc, on va retrouver ce type
d'appareillage dans plein de domaines. Ensuite, on va avoir tout ce qui est les découpeuses laser. Donc, on va utiliser un laser pour découper du bois, pour découper du métal, pour découper du plastique et faire de la créativité. Et là, par exemple, ça peut être de l'industrie, mais ça peut être également des œuvres d'art. Il y a des artistes également qui vont récupérer ces différentes techniques, ces différents outils pour pouvoir créer. Ensuite, on va avoir tout ce qui est la partie électronique. Donc là, on va rentrer vraiment dans, c'est un petit peu plus le cœur de Sophie finalement, tout ce qui est électronique, savoir brancher des LED, des capteurs et ensuite les programmer. Donc de l'électronique qui est purement physique, on va passer à la programmation des objets. Et enfin, pourquoi pas, les robots. Alors, sur la robotique, on a les petits robots qu'on va avoir chez soi, on va avoir des robots pédagogiques, mais il y a également les robots de l'industrie et il y a également tous les robots qui se développent de plus en plus d'aide à la personne. Voilà, donc un Fab Lab, c'est un lieu ouvert à tous où on va partager, où on va s'entraider pour pouvoir créer et vraiment donner vie à ces projets et s'amuser. Les classes peuvent... Pardon, excusez-moi. Allez-y. Juste, lors d'une journée porte ouverte dans un Fab Lab, c'est juste pour montrer, j'ai une petite création juste là pour leur montrer un petit peu ce que ça peut donner. Je l'ai sur mon bureau. Je me suis amusée, comme vous disiez, avec mon logo. Et en fait, comme vous expliquez, voilà, sur une planche en bois, en fait, on a pris mon logo qui était sur l'ordinateur. Et il y a une machine qui est venue, en fait, creuser la plaque en bois. Voilà, du coup, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec une des machines. C'est top. Ça, c'est la découpeuse laser. Exactement, c'est ça. Les Fab Labs sont ouverts pour les classes. Est-ce que vous recevez régulièrement des classes, des enseignants? Alors, ça va dépendre des Fab Labs. Ça va dépendre déjà de leurs horaires d'ouverture parce qu'il y a quand même des Fab Labs qui sont tout petits et qui sont vraiment très associatifs. Donc, c'est vraiment qui vont être ouverts plutôt le soir ou le week-end. Mais il y a des Fab Labs qui sont beaucoup plus gros. Par exemple, vous avez Artilec à Toulouse, vous avez le Rose Lab à Toulouse. Et il y en a creusé, je suis sûre qu'à Rodez, il y a un Fab Lab. Je sais qu'il y a une école qui est à Rodez. Dans l'Ariège, je ne sais pas, mais je pense qu'il y en a. Donc, il faut creuser et vous avez le réseau français des Fab Labs, donc le site internet qui répertorie un petit peu tous les Fab Labs. Et les professeurs peuvent aussi demander, oui, des gens des Fab Labs se déplacent dans les écoles. Il y en a qui ont mis en place tout ce qui est des Fab Labs mobiles. Moi, je suis dans les Pyrénées-Orientales et il y a des enseignants qui ont créé un petit Fab Lab mobile et ils se déplacent comme ça dans les classes, donc plus dans les écoles primaires, pour faire découvrir cette créativité et ces machines. Super. Et puis, ça peut peut-être aussi donner des vocations à certains, puisque à partir du moment où on a, comme on l'évoquait tout à l'heure, cette partie créativité, ce sens de la créativité, on peut tout à fait se projeter et imaginer travailler dans le domaine du numérique. Donc, votre témoignage est très, très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Sarah. J'ai une question maintenant pour Maïke. Maïke, pouvez-vous nous parler plus spécifiquement de votre parcours scolaire et nous indiquer dans votre métier, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Alors, vous avez évoqué le fait que vous aviez différents clients. Est-ce qu'il y a des actions dans votre quotidien qui sont vraiment des actions qui vous plaisent le plus? Et en même temps, quelles compétences pour vous sont vraiment nécessaires, soft skills, pour œuvrer dans votre métier? Alors, je vais répondre dans le désordre. En tant que chef de projet, moi, ce que j'adore, c'est les listes. Je me lève le matin, j'ai une liste de choses à faire, j'ai des actions à coordonner. En gros, je dis aux gens quoi faire, quand, où, comment. Ça me plaît, mais je ne savais pas toujours que c'était ce qui me plaisait. Ce qui me ramène au début de ma pré-carrière. Un peu comme Hélène, j'étais moyenne à l'école. J'ai même loupé le bac une première fois. Et je me suis tournée vers des études générales parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'ai grandi en Allemagne, comme mon nom l'indique, Maike, c'est un prénom allemand. Donc j'ai grandi en Allemagne, à la frontière franco-allemande luxembourgeoise. J'ai fait des études qui s'appellent EFASEC, donc c'est des études franco-allemandes de communication et coopération transfrontalière. C'est un peu de marketing, un peu de commerce, un peu de droit, tout ce qui est européen et transfrontalier. Pourquoi? Parce que je parlais beaucoup de langues et on me disait, tiens, toi tu parles, t'es doué en langue, va faire quelque chose dans le commerce.
J'ai donc fait un bac+5, donc un master 2 en communication et coopération transfrontalière. J'ai voulu voir la grande ville de Paris, donc j'ai emménagé à Paris et j'ai commencé à être commerciale ici. Je l'ai fait pendant 5 ans sans grande conviction, mais ça faisait partie du jeu. Et comme disait Sophie avant, je me suis aperçue que malgré mon master 2, ben, ça gagnait pas beaucoup d'argent et c'était pas très intéressant pour moi. J'ai par hasard, dans une des sociétés où je travaillais, participé à un projet de mise en place de devis automatisé. Et l'IT me demandait si je voulais bien être volontaire pour faire le recueil du besoin, pour faire des tests, pour rédiger un peu de quoi auraient besoin les commerciaux pour travailler plus sereinement, de faire un peu de conduite de changement, de vendre la chose à mes collègues en disant, tiens, regarde, c'est bien quand même. Et la grande surprise, vocation. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'aime bien faire de A à Z. Et j'ai donc demandé à l'IT, mais est-ce que ça a un nom? Est-ce que c'est un métier? Ils me disent oui, ça s'appelle AMOA, assistance à maîtrise d'ouvrage. Et je me suis dit, bah super, on y va. J'ai pris mes économies, j'ai démissionné. Je me suis inscrite à une école spécialisée en AMOA. J'ai fait une formation accélérée en 8 mois. Et je suis donc devenue consultante dans un premier temps dans un cabinet de ressources humaines où je gérais les applications. Plus tard, j'étais responsable des applications. Après, j'ai changé de nouveau de boîte parce qu'effectivement, quand on est consultante au début, on bouge pas mal. J'ai fait une partie où j'étais chef de projet sur des petits projets, jusqu'à arriver aujourd'hui chez Micropole, où j'ai trouvé vraiment l'équilibre parfait entre ce que j'ai envie de faire, parce que là, j'ai découvert mes envies, et aussi le salaire qui était enfin aligné avec ce que je fournissais et les études que j'avais faites. Une entreprise aussi où ben, être homme ou femme, ça joue aucun rôle parce qu'on est tous également au même niveau, peu importe si on parle de salaire ou de formation. Et aujourd'hui, je gère donc des projets plus ou moins grands. Et tout ça donc pour vous dire que ben, en partant de... J'étais quelqu'un qui s'intéressait à tout et qui n'avait pas vraiment de passion. Ben, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est vraiment très passionné de ce qu'il fait. Et donc, pour répondre à la question de Sylvie, ben, concrètement, qu'est-ce qui me plaît beaucoup? Comme je disais, moi, je suis chef de projet. Je vis pour mes listes. J'ai une grande complicité avec les équipes que j'anime. Donc, moi, je chapeaute les consultants fonctionnels, je chapeaute ceux qui font les tests, je chapeaute les programmeurs, donc les développeurs. Et je fais en sorte que on suive le rythme. Je fais en sorte que chacun ait ses tâches, je coordonne. Et c'est ça qui me plaît. Et en réalité, si on réfléchit bien, c'est la personnalité que j'ai et que vous avez qui peut définir votre métier plus tard. Moi, j'ai une personnalité, je lead toujours. On part en vacances avec des amis, c'est Maïke qui va organiser, c'est Maïke qui va faire le budget, c'est Maïke qui va gérer ça. Donc moi, je suis celle qui gère en privé et du coup, aujourd'hui, je fais ça aussi en tant que métier. Et ça rejoint ce qu'on disait avant, on peut commencer dans un domaine X et atterrir plus tard et trouver sa vocation. Donc si aujourd'hui vous vous dites, mais mince, je ne sais pas du tout ce que je veux faire, c'est pas grave. Parce que au fil de l'eau, vous atterrirez là où vous êtes censé atterrir. Moi, comme beaucoup d'autres, aujourd'hui, on a atterri là où on est censé être. Et aujourd'hui, on sait que c'est ici qu'on doit être. Super. Bah, écoutez, j'espère que toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens qui vous écoutent garderont en tête ce que vous venez de nous dire. On a Corentin qui veut nous poser une question. Corentin, on t'écoute. Oui, je voulais vous poser une question parce que on est face à des lycéens qui vont faire des choix d'orientation petit à petit. On a parlé de passion, on a parlé d'études courtes, longues, de pouvoir changer un peu au cours de sa carrière. Il n'y a pas de question taboue, je crois. Parlons salaire. J'aimerais bien savoir, enfin, moi j'ai une petite idée puisque je travaille dans le secteur, mais je pense que les étudiants, les élèves qui nous regardent ont envie de savoir un petit peu finalement combien ça gagne, même si c'est très très différent. Combien on gagne en début de carrière, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire aussi comme opportunité éventuellement internationale. Les évolutions professionnelles, on en a un petit peu parlé aussi. Est-ce que toutes ces questions-là, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, mais on aimerait bien savoir un petit peu. Moi, je ne peux pas du tout parler pour le début de carrière, parce que mon début de carrière était en tant que commercial, où j'étais à un salaire extrêmement bas qui se rapprochait du SMIC avec quelques primes de temps en temps. Donc, si quelqu'un d'autre veut bien
parler de ces salaires de démarrage. Allez-y. Moi, je veux bien, en tant que graphiste, du coup. Je pense qu'il y a une très grosse variation de salaire, en fait, entre le début et en fonction de où on s'installe également, que ce soit Paris ou en province. Mais on est assez nombreux sur notre domaine dans le graphisme et dans le web. Alors déjà, graphiste et web, enfin print et web, je pense que déjà il va y avoir une différence de salaire. Le web est peut-être beaucoup plus en demande actuellement. Tout ce qui est print, le marché est un peu saturé, on va dire, mais il y a toujours des vocations à prendre. Voilà. Et du coup, c'est vrai que maintenant, du coup, ça a fait baisser un petit peu les salaires par rapport à ce qu'il pouvait y avoir à mon début, qui était il y a 15 ans. Maintenant, en général, c'est vrai qu'on démarre à peu près au SMIC pour après avoir une progression en fonction de ses compétences et en fonction essentiellement de l'entreprise dans laquelle on va travailler, évidemment. Les gros groupes ou les grosses agences vont peut-être payer plus. Après, est-ce qu'on est freelance ou salarié, pareil, du coup, ça change au niveau du salaire. Et quel métier on fait également, puisqu'il va y avoir le maquettiste, graphiste un peu plus créatif, ou directeur artistique, par exemple. Et là, du coup, ça évolue, le salaire évolue avec la fonction. Peut-être que je peux en parler aussi. Enfin, je sais pas. Vas-y, Maïke, si tu veux. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est difficile de parler de chiffres parce que nous, on se trouve à Paris. Donc, le développeur qui commence et qui a 2000, 2300 euros net ici à Paris, il aura beaucoup moins en province parce que il y a des loyers qui varient. Donc, c'est très compliqué de donner un chiffre parce que forcément, vous pouvez être déçu par la suite en disant, je ne comprends pas, elle m'avait dit que j'allais avoir 2500, et là, on me dit 1700. Donc, gardez à l'esprit que selon l'endroit où vous travaillez, vous aurez des salaires différents qui ne veulent rien dire euh, sur vos talents ou sur vos compétences, mais qui s'adaptent certainement juste au niveau de vie de chaque région. Du coup, je pense que je peux enchaîner sur ce que vient de dire Maïke, puisque j'ai fait les deux. J'ai fait à la fois sur Toulouse et sur Paris. Donc effectivement, à l'époque, il y a 15 ans, un BTS gagnait, je crois que c'était 200 euros de plus que le SMIC. Le licence pro, c'était 100 euros de plus. Et effectivement, vu le nombre d'études que l'on a fait, on a fait 3 ans d'études après le bac, ceux qui ont arrêté l'école à 16 ans, ils ont le SMIC. Bon, on se dit, pour 300 euros de plus, j'ai fait 5 ans d'école, alors que j'aime pas l'école. Donc, c'est un peu du gâchis. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a poussé à continuer sur une école d'ingénieur. Après, j'avais aussi envie d'avoir un métier beaucoup plus large. Et c'est vrai que les métiers de l'ingénierie nous permettent d'avoir une variété de domaines dans lesquels on peut intervenir, une richesse culturelle, parce qu'aujourd'hui, je travaille sur Galileo, donc c'est avec l'ensemble des États membres, avec l'Agence spatiale européenne, avec les opérateurs de l'Agence spatiale européenne. Et donc, quand j'ai démarré à Toulouse, donc à l'issue de mon école d'ingénieur, j'étais à 2200 euros net, donc c'était il y a un peu plus que 10 ans. Donc net, mais il me reste encore les impôts à payer. Et les impôts, quand on est célibataire, c'est beaucoup. Et ensuite, donc il n'y avait pas d'évolution possible parce que dans une SS2I, on n'est pas réellement augmenté. Ou très très peu valorisé. Dans les grosses SS2I, pour les petites, je ne sais pas, mais en tout cas, une comme Altran, qui fait partie maintenant du groupe Capgemini, on n'est vraiment pas du tout augmenté. Donc, il faut en profiter pour justement multiplier les expériences, aller de projet en projet, donc de mission en mission, puisqu'on est consultant. Et donc, le but, c'est vraiment d'apprendre, pour ensuite pouvoir le valoriser et mieux se vendre en entretien. Et donc, c'est ce que j'ai fait auprès de Thales, parce que quand j'ai démissionné d'Altran pour aller à Paris, en fait, on me proposait les mêmes salaires qu'à la région toulousaine. Donc, j'ai dit, bon, ça sert à rien que j'aille à Paris, j'avais suivi mon mari, j'ai dit, ça sert à rien que j'aille à Paris, c'est pour gagner la même chose qu'à Toulouse, avec 100 euros de plus par mois, vu le niveau de vie, c'est même pas la peine. Donc, j'étais un peu désespérée. Et par désespoir, j'ai postulé chez Thales, et j'ai été prise aussi. Alors, je ne sais pas si eux m'ont prise par désespoir, mais en tout cas, voilà, donc j'ai été prise avec un salaire qui aujourd'hui, j'avais donc 5 ans d'expérience, parce qu'il comptait avec les 3 ans d'alternance, il est compté comme 1 an et demi d'expérience professionnelle. J'ai été embauchée à 42 000 brut à l'année.
Et aujourd'hui, avec 10 ans d'expérience, je suis entre 55 et 62 parce qu'on a un salaire fixe et des primes. Donc, il y a les primes liées à l'intéressement, à la participation et des primes sur objectif. Voilà. Et après, au niveau de mon travail, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas trop abordé tout à l'heure, je ne parle pas trop, c'est secret. Donc, je travaille sur le cycle en V. La cybersécurité, elle est présente sur l'ensemble des éléments du cycle en V, donc que ce soit sur la spécification, sur l'implémentation, donc avec les développeurs, les intégrateurs de COTS, parce que les COTS, ce sont des produits qu'on achète tout fait et qu'on intègre sur une plateforme informatique avec des serveurs, etc. Et ensuite, il y a les phases de test, les phases de qualification du système pour montrer au client que le produit répond à son besoin, et les phases de maintenance. Et donc, j'interviens à peu près sur tous ces aspects-là. Sur le projet actuel, ça représente à peu près 90 personnes techniques qui travaillent. Et si on rajoute les managers et l'administratif, on monte à 110. Donc voilà. Donc vous voyez à peu près, voilà, j'encadre, je coordonne techniquement 90 personnes à peu près. Et j'ai entre 55 et 62 000 euros bruts à l'année. Donc, une fois qu'on a payé tous les impôts, les cotisations, etc., il reste quand même assez, il ne faut pas se plaindre, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc après, je ne sais pas si par exemple en freelance, c'est la même chose, peut-être que ça serait intéressant d'en parler par rapport au CDI. Alors, j'avais une petite question, enfin, j'avais quelques précisions à vous demander parce que c'est vrai que quand on est dans un secteur comme le numérique, on utilise beaucoup de termes et qui sont peut-être pas très très clairs pour tout le monde. Vous parliez d'SS2I. Aujourd'hui, on utilise le terme ESN. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à nos lycéens ce qu'est une ESN, anciennement SS2I? Alors, une ESN, alors je n'ai plus le entreprise de services numériques, c'est ça, ESN? C'est ça. Voilà, je l'ai deviné. Oui, parce que les acronymes, c'est aussi une charge importante à apprendre, parce qu'on a vraiment des milliers d'acronymes à apprendre, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc une SS2I, donc une ESN, donc on pourrait opposer les sociétés du CAC 40, par exemple, qui font appel à des SS2I sur des missions bien particulières qu'ils n'ont pas en interne, donc sur des compétences qu'ils n'ont pas en interne, ils ont quand même besoin de faire le travail. Et donc, ils font appel à des ESN spécialisés dans certains domaines. Donc, ça peut être dans des domaines de l'ingénierie, avec la maîtrise de certains outils. Ça peut être la réforme de la digitalisation d'une entreprise. Donc, ça, c'est pour les gros projets. Après, il peut y avoir les PME aussi qui font appel à des ESN, parce que les ESN ont des tarifs un peu concurrentiels par rapport aux tarifs horaires du CAC 40. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question, si c'était clair ce que j'ai dit. Voilà. Une intervention sur des missions simples, sur des compétences que n'ont pas les sociétés qui font appel à des ESN. Et donc ça peut être vraiment varié, ingénierie, développement, intégration de codes, etc. Nous, par exemple, sur notre projet, on a à peu près 30% de prestataires. Et ces prestataires sont issus de ce que l'on appelle ESN, comme Alten, Sogeti, Capgemini, AK, Altran. Et donc, ce sont des compétences que l'on n'a pas. Et on fait appel à ces ESN sur des phases bien particulières du projet, sur des missions bien particulières qui peuvent durer 3 mois, 6 mois, 1 an ou 18 mois. Parfait, merci beaucoup Sophie. J'ai une question pour Sarah. Sarah, je suis allée regarder un petit peu sur votre profil LinkedIn et au-delà de votre métier que vous nous avez expliqué tout à l'heure et puis de la présentation des Fab Labs, j'ai vu que vous aviez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes rédactrice contributrice chez Geek Junior et vous êtes co-auteur de Scratch et Raspberry Pi, s'initier à l'électronique et à la robotique par le jeu. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces ouvrages et puis de faire un petit focus sur ce que c'est que Scratch et Raspberry Pi pour s'initier à l'électronique et la robotique? Pas de problème. Alors pour Scratch, je pense que les lycéens connaissent parce qu'ils sont passés par le collège. Et en classe de troisième, au brevet, vous avez dû avoir une épreuve de Scratch. Alors moi, j'ai découvert Scratch totalement par hasard parce qu'il fallait que je donne des cours de programmation et de robotique
à des élèves hein, et j'ai essayé de trouver des techniques. Et donc, je me suis mise à Scratch. Et Scratch, ben, je sais qu'au collège, c'est plutôt des mathématiques. Mais ce que je fais, moi, avec Scratch, c'est je fais surtout des jeux vidéo. Alors, par contre, je ne suis pas du tout une gameuse. Je joue pas. Et d'ailleurs, avec mes élèves, ben, généralement, quand ils font leur propre jeu, ils me demandent de tester parce qu'ils savent que je vais perdre. Donc, voilà. Donc, c'est toujours un bon moment à passer ensemble. Et Raspberry, c'est un mini ordinateur. Je crois que c'est Hélène ou Sophie qui nous parlait de Linux hein, tout à l'heure. Voilà. Donc, Linux, c'est un ordinateur pour fonctionner. Il a besoin d'un système d'exploitation. Donc, chez vous, vous avez soit Windows ou soit Apple. Et il y a une autre variante qui s'appelle Linux qui est libre. C'est-à-dire que tout le code source est libre, il peut être modifié et il n'y a pas de frais à payer, il n'y a pas de licence à payer. Le Raspberry, c'est un mini ordinateur qui a la taille d'une carte de crédit et qui a été créé par une fondation anglaise. Et l'objectif, c'était d'équiper les écoles anglaises avec un ordinateur qui coûte pas très cher. Parce que cet ordinateur, on va le trouver entre 40 et 60 euros. Bon, actuellement, les prix ont tendance à monter parce que les composants électroniques sont difficiles à trouver. Mais pour 40-60 euros, on va ensuite brancher un clavier, une souris, un écran et on a un ordinateur qui va permettre de faire du traitement de texte, Excel, naviguer sur Internet, regarder des vidéos, écouter de la musique et faire de l'électronique. Parce que sur la carte, il y a des petits pics qui sortent, on appelle ça des pins, et on peut venir brancher des composants électroniques. Donc, par exemple, avec un Raspberry, on peut faire la domotique chez soi. Alors, la domotique, c'est quoi? Décider que à telle heure, les volets se ferment. Ou avant de rentrer chez soi, il y a des petits protocoles qui existent. J'envoie un SMS pour savoir quelle température il fait chez moi. Donc, j'ai une carte qui va être sur mon Raspberry. L'ordinateur va me renvoyer, il fait 17. Je dis, oh bah tiens, monte la chaudière de 2 degrés pour être à 19. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la domotique qu'on peut faire avec un Raspberry ou avec d'autres cartes électroniques qu'on appelle des microcontrôleurs, comme par exemple Arduino, que vous connaissez peut-être, parce que généralement, collège, lycée, on en fait un petit peu. Donc, on peut programmer en Scratch, donc langage de bloc, mais surtout, avec le Raspberry, on va programmer en Python. Voilà, c'est le langage officiel du Raspberry. Et petit à petit, toujours dans cette volonté de transmettre, parce que vraiment mon cœur de métier, c'est j'apprends des choses et ensuite je transmets des choses. Donc c'est bien, j'apprends tous les jours de nouvelles choses. Eh bien, un ami était tombé sur une annonce comme quoi une maison d'édition cherchait un auteur pour écrire un livre sur Scratch. Donc, je suis rentrée dans le monde de l'édition. Donc, la maison d'édition, c'est les éditions ENI qui font vraiment, voilà, c'est vraiment la maison d'édition d'informatique. Donc, je suis un petit peu l'élément perturbateur ou différent par rapport au panel des auteurs. Donc, j'ai écrit un premier livre sur Scratch. Puis, on m'a demandé d'écrire un deuxième livre que là, j'ai écrit en collaboration avec François Mock, donc sur Scratch et Raspberry Pi. Puis j'ai fait un troisième livre sur Scratch, puis on a fait un quatrième livre sur Scratch et Raspberry Pi. L'objectif étant vraiment de proposer des projets ludiques pour s'initier à la programmation et à l'électronique. Vous pourriez nous mettre les titres de vos ouvrages dans le chat? Je pense que ça peut intéresser certains élèves et certains professeurs. Oui, je pourrais le mettre. Oui. Super. Et à côté de ça, il y a un magazine qui s'appelle Geek Junior, qui maintenant est disponible. Avant, il était sur abonnement. Donc, on le trouve généralement dans les CDI des collèges. Donc, peut-être un petit peu, maintenant, vous êtes un petit peu tous un petit peu plus grands, c'est plus pour les 11-15 ans, qui est donc un magazine de vulgarisation. Pareil, transmettre tout ce qui touche au numérique. Voilà, et je suis contributrice donc pour ce magazine sur différents sujets. Voilà. Comme quoi, dans le secteur du numérique, il y a effectivement plein de métiers associés. Vous pouvez être
écrivain, maker, ingénieur informatique. Bon, bref, il y a énormément de domaines. Et un autre domaine dont on n'a pas encore parlé, et Est-ce j'en que je peux profite parce me que… permettre, Oui, excuse-moi de te couper, c'est juste pour oui. rebondir par rapport à ce que disait Sarah sur effectivement les livres. S'il y en a qui sont pressés de faire de la cyber et qui ne peuvent pas attendre de faire bac+5 ou bac+6, il y a un site qui s'appelle RootMe qui est enseigné, je sais, par les écoles parce que j'ai beaucoup d'alternants et certains m'ont parlé de RootMe. Donc j'ai regardé, effectivement, c'est très bien parce que ça permet vraiment de savoir si on est fait pour ce métier ou si on n'est pas du tout fait pour ce métier. Donc si vous hésitez à savoir ce que c'est que la cyber, vous allez sur RootMe. C'est plein d'énigmes informatiques à résoudre. C'est un peu comme le Raspberry. Si ce n'est que le Raspberry, on peut vraiment faire de la domotique, et cetera. Et bien là, il y a des sujets déjà faits qu'il faut analyser et chercher les failles, chercher où sont les problèmes de sécurité. Donc voilà, je voulais juste parler de ce site qui est vraiment très bien fait. C'est super, je confirme, je l'ai vu, et il y a plein de choses à faire, et en fait, je rebondis sur ce que vous venez de dire parce que si on veut travailler dans la cybersécu, il faut très tôt, faire de la veille et s'intéresser un petit peu à toute l'actualité puisque dans la cybersécu, il y a une évolution incroyable, d'ingéniosité de la part des hackers notamment, et donc il faut tout le temps être en veille et proactif. Merci beaucoup Sophie. Je voulais annoncer l'arrivée d'une nouvelle invitée qui s'appelle Marie Arteta. Marie travaille dans une entreprise que je pense tout le monde connaît qui s'appelle Ubisoft, et Marie va nous parler de son métier dans le jeu vidéo. Bonjour Marie, comment allez-vous? Et bonjour tout le monde, très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Super. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, effectivement, moi, je travaille chez Ubisoft Montpellier depuis quelques années maintenant. Je vais commencer par vous présenter un petit peu mon parcours parce qu'aujourd'hui, en fait, je suis associée de producteur sur le projet sur lequel je travaille, qui est un projet qui n'est pas encore annoncé, mais je vous parlerai d'autres exemples que j'ai déjà réalisés au préalable. Et en fait, en termes de background, on est nombreux à Ubisoft à avoir ce métier-là et à venir d'horizons vraiment différents. Puisqu'en fait, je rentrerai dans le détail après, mais c'est un métier où vous allez voir, on est un peu chef de projet donc de toute l'équipe. Donc, on coordonne les différents corps de métier. Donc, on peut avoir des affinités plus ou moins avec la programmation, avec le design, avec l'art en général, etc. Et donc, moi, en fait, à la base, je viens du cinéma. Enfin, j'ai fait des études de cinéma, donc à Paul Valéry. Je vous dis ça, mais j'ai aussi, en fait, j'ai un parcours vraiment atypique. C'est-à-dire que j'ai commencé par un DUT de physique, puisque je voulais intégrer l'école Louis Lumière à Paris. J'ai malheureusement pas eu le concours, donc en fait, j'ai basculé du coup à la fac. Donc j'étais à Paul Valéry à Montpellier. Et donc j'ai eu ma licence de cinéma. Et suite à ça, en fait, je me suis rendu compte donc, que je voulais vraiment travailler dans le monde de la vidéo. Et pour me donner un petit peu plus d'ouverture professionnelle, je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers la pub ou tout autre domaine d'activité du coup qui se rattacherait à la vidéo. Donc j'ai continué en fait mes études par une école de commerce et communication donc qui était Subdecom à Montpellier, qui m'a permis donc d'avoir un master et d'avoir un stage de fin d'études assez long. Parce que c'est vrai que les stages souvent de plus de 3-4 mois sont intéressants pour vraiment être intégrés au process complet de l'entreprise. Et donc, j'ai pu faire un stage chez Ubisoft puisque c'était finalement ce qui se rapprochait le plus de mes intentions initiales qui étaient d'aller vers le monde du cinéma. Puisqu'en fait, les deux univers sont très parallèles. On voit ça d'ailleurs au quotidien. Mais bon, je reviendrai dessus un petit peu par la suite. Donc voilà, donc j'ai intégré Ubisoft Montpellier, donc à la base dans l'équipe marketing communication, en fait, puisque je venais de cette école de com. Et donc là, j'ai passé, j'ai continué d'ailleurs après mon stage, donc je vous résume un petit peu rapidement, mais j'ai passé quelques années à Ubisoft Montpellier au sein de l'équipe marketing. Donc à travailler sur tout ce qui était en fait l'image publique, l'image rendue au public du jeu, donc les annonces, les timelines de communication qui correspondent en fait aux messages clés qu'on souhaite donner aux joueurs avant et après la sortie du jeu. Voilà, le suivi de tout ce qui va être création d'éléments de communication, donc les key art, les trailers, ce genre de choses. Et ce qui m'a menée en fait vers la production au sens large, donc avec le métier d'associé de producteur, c'était vraiment l'envie d'avoir
l'overview global du projet, c'est-à-dire vraiment comprendre comment tout fonctionnait cross-métier. Et du coup, comment ce que va faire un level designer va derrière impacter un VFX artiste qui va derrière impacter un ingénieur qui va avoir ces questions de performance. Et donc, en fait, c'est comme ça, du coup, que finalement, j'ai basculé il y a maintenant 4 ans. Enfin, 4 ans, j'avais encore la double casquette, mais du coup, dans le métier d'associé de producteur. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si c'était suffisamment détaillé, si vous avez des questions ou si vous souhaitez Alors, qu'on il y a continue en beaucoup de parlant. termes. Il y a beaucoup de termes Oui, pardon. associés à votre métier. Ouais, Donc, tout à fait. il y a des métiers et des termes qu'on connaît globalement. Ouais. Ce que vous mettez en avant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de venir du monde du jeu vidéo pour travailler dans le jeu vidéo. Et moi, j'avais une seconde question associée à ça. Il y a beaucoup de clichés concernant les métiers du jeu vidéo, notamment, c'est un métier de garçon parce qu'il faut d'abord aimer jouer aux jeux vidéo. Est-ce que vous aimez jouer aux jeux vidéo? Alors, bon, oui, moi j'aime jouer aux jeux vidéo, mais effectivement, il y a beaucoup de clichés sur ce sujet-là. Alors déjà qu'il faut venir du jeu vidéo pour en faire, absolument pas. D'ailleurs, sur le dernier projet sur lequel on travaille, on a volontairement appelé des personnes qui venaient d'autres corps de métier, donc de la série télé, du cinéma, de la BD, pour justement en fait qu'ils puissent nous apporter leur expérience sur ce projet en question. Parce qu'en fait, derrière le partage d'expérience par rapport aux différentes expériences des nouvelles personnes qu'on intègre dans l'équipe nous permettent vraiment de pouvoir s'adapter au monde d'aujourd'hui, en fait, avec tout simplement les envies, les intentions, les tendances, les demandes en fait des passionnés. Et puis derrière, surtout, d'adapter ce qu'on appelle nous nos pipelines de production, donc c'est-à-dire en fait nos étapes de production, nos process en fait tout au long de la prod du jeu vidéo, avec cette expertise qui a été amenée par les autres corps de métier. Donc en fait, typiquement, on avait commencé à intégrer, alors c'était la bascule la plus facile, c'était des personnes qui venaient du milieu de la CG, donc du cinéma d'animation, qui ont commencé à nous parler en fait de comment dans le cinéma, eux, ils fonctionnaient sur la création des personnages, par exemple, et comment ils arrivaient à être malins, enfin en tout cas à gagner du temps de production en faisant de la réutilisation. Par exemple, je sais qu'il y en a un qui nous avait parlé de moi, moche et méchant, en nous disant que typiquement, ils allaient avoir un gabarit de personnages humains, et puis derrière, en fait, ils allaient utiliser ce gabarit pour que tous les animateurs puissent commencer à animer des éléments, et derrière, ils allaient adapter, en fait, finalement, alors j'allais dire le mesh, mais on va dire la customisation du personnage, c'est-à-dire, en fait, avec un squelette, du coup, ils ont décliné une dizaine de personnages derrière, mais ce squelette a permis aux autres équipes qui étaient en attente de pouvoir avancer du coup sur leur corps de métier et donc de ne pas avoir finalement de temps mort dans la production, c'est-à-dire de se dire ok, il faut qu'on attende que la personne qui fait la modélisation 3D est finie pour le passer à celui qui fait le squelette, pour le passer à celui qui anime. Là du coup on avait directement un gain de temps en commençant comme ça, et donc c'est avec ces expertises-là que nous on a su les adapter au monde du jeu vidéo. Donc ça c'était un exemple très concret, mais on en a plein d'autres, voilà, avec comme je vous disais notamment l'univers de la BD, là ça fait partie des dernières personnes qu'on a intégrées, voilà, pour tout ce qui va être travail de storyboard, d'utilisation dans les cinématiques, ce genre d'éléments. Et pour le cliché de il faut être un garçon et aimer les jeux vidéo, alors en fait, il y a de tout, parce que finalement, on va faire appel à surtout à votre ouverture d'esprit, à votre passion, à votre envie. Par exemple, de notre côté, sur la narration, on a eu quelqu'un qui ne venait, mais pas du tout du jeu vidéo, mais qui venait de la série télé. Et on s'est dit, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui vient de la série télé, parce qu'en fait, elle va savoir comment découper les éléments narratifs. Et nous, finalement, dans le jeu vidéo, contrairement par exemple à un film qui va avoir une histoire linéaire, il va falloir qu'on soit capable de se dire, en fait, le joueur, il peut aller peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là. Donc, du coup, il faut qu'on ait finalement ces briques découpées en morceaux, qu'on puisse ensuite du coup faire corréler. Et en fait, ce qui compte vraiment, c'est l'envie d'apprendre, du coup l'envie de comprendre les différents métiers. Après, c'est sûr que selon le métier en question, c'est toujours un plus en fait d'être passionné par quelque chose qui touche directement ou indirectement. Moi, je vous disais qu'à la base, je venais du cinéma, et donc c'est vrai que il en découle le fait que je suis plutôt tous les métiers artistiques sur la production.
Et par exemple, chez Ubisoft Montpellier, il y a d'autres associés de producteurs qui étaient avant ingénieurs informatiques et qui, par exemple, automatiquement, elles vont préférer aller suivre toutes les équipes d'ingénieurs et de gameplay programmeurs. Donc ça, après, ça se fait un petit peu au fil des projets, selon l'organisation du projet en question, etc. Mais c'est vraiment finalement un milieu très ouvert, quoi, parce que déjà maintenant, c'est le plus gros domaine, enfin le plus gros secteur d'activité dans l'entertainment, puisque ça a dépassé le cinéma. Et puis surtout, c'est un milieu tech, donc un milieu en sans cesse évolution. Et donc, nous, de notre côté, il ne faut pas qu'on reste à la traîne non plus, quoi. Il faut qu'on soit vraiment ouvert à tout ce qui existe, tout ce qui se fait, pour pouvoir, du coup, derrière, s'adapter, s'ouvrir, être efficace et pouvoir répondre, en fait, aux attentes des joueurs, tout simplement. Vous en parlez avec une telle passion. C'est d'ailleurs un peu ce qui vous regroupe toutes, de voir avec quel engouement et passion vous parlez de vos métiers. C'est beau à voir et à entendre. On a une collaboratrice qui s'appelle Élise, qui souhaitait intervenir puisque toutes ou quasi toutes, vous avez parlé à un moment ou un autre de vos expériences en alternance. Donc, je laisse la parole à Élise pour parler un peu plus de cette façon d'apprendre et d'évoluer dans le monde du numérique. Bonjour Élise. Bonjour, merci Sylvie de me laisser la parole puisque moi je suis en plein dedans. Là je suis en train de terminer ma 2e année d'alternance. Donc j'ai pas du tout commencé par l'alternance. J'ai commencé par un parcours en initiale après un bac général économique et social. Et en fait c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée en alternance parce que j'avais fait 3 ans de licence, puis après une autre année de licence et puis au bout d'un moment les études ça coûte cher. Je me suis retrouvée en école de commerce, donc je me suis dit j'ai pas trop le choix de faire ça. Et au final, ça m'a permis déjà de me professionnaliser assez rapidement. Je suis dans le marketing du coup maintenant. Donc d'avoir une vision beaucoup plus réaliste de ce qui se fait dans l'entreprise, etc. Et puis surtout, comme je travaille donc à La Mêlée, qui est une asso qui bosse dans le numérique, ça m'a permis de découvrir tous ces métiers-là et notamment les métiers de tout ce qui va toucher à la data, l'analyse de données, qui est un petit peu lié au marketing. Et c'est grâce à mon alternance que ça m'a donné envie de me spécialiser. Donc voilà, moi je trouve que l'alternance c'est vraiment, vraiment cool quand on ne sait pas trop justement ce qu'on veut faire, quand on ne sait pas trop où on va, qu'on a plein de parcours différents qui bifurquent un petit peu tout le temps. Ça permet d'être dans le concret assez rapidement et de s'orienter beaucoup plus facilement. L'une d'entre vous souhaite rebondir sur justement ce que mettait en avant Élise par rapport à l'alternance. Oui. Ah oui, vas-y, je te laisse parler, vas-y. Je te remercie. Alors moi, j'aimerais bien justement souligner que je n'ai pas fait d'alternance et qu'à chaque fois que je rencontrais justement des alternants ou que je travaillais avec des personnes qui sortaient d'alternance, je me disais que vraiment l'alternance était le meilleur moyen pour pouvoir s'imprégner de comment fonctionne une société. Parce que clairement, on fait 5 années dans une école de commerce, on en sort. Il y a des codes qu'on ne connaît pas, on a toute la théorie qui est très conceptuelle et floue, mais concrètement, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où attaquer. Donc effectivement, si vous avez l'opportunité de faire de l'alternance, prenez-la. J'ai jamais pu la faire et c'est un grand regret parce qu'il y a 20 ans, c'était pas du tout la norme de faire de l'alternance quand on faisait une école comme la mienne. Je t'en prie. Oui, voilà, du coup, ça me permet exactement de rebondir du coup, sur ce que disent Élise et Maïke. Donc, moi, j'ai choisi l'alternance essentiellement parce que donc j'étais boursière, j'étais au échelon 7, qui est le maximum. Et donc, faire des études supérieures quand on est boursier, c'est très compliqué parce que financièrement, il faut avoir la capacité, et par exemple en alternance, d'avoir 2 logements, puisque souvent l'école, elle n'est pas forcément à côté de l'endroit où on a trouvé l'école. Donc, on a l'école à un endroit qui est différent de là où on travaille. Donc, il faut pouvoir assumer parfois 2 loyers, ce qui n'est pas forcément évident. Et c'est vrai que l'apprentissage, donc je l'ai fait chez Orange et les apprentis chez Orange sont assez bien payés. Et ça permet aussi aux entreprises de recruter. C'est-à-dire que si au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on voit que l'apprenti
est capable, qui maîtrise tous les codes de l'entreprise, parce que c'est vrai que c'est assez difficile de rentrer à la fois dans le code de l'entreprise, avoir le langage de l'entreprise et les codes du projet, parce que c'est aussi deux choses différentes. Donc c'est vrai que l'apprentissage, il y a 20 ans, comme disait Maïke, ça n'existait quasiment pas. Quand moi j'ai fait mon école en apprentissage, Rodez était la seule école d'ingénieurs dans le sud à proposer l'apprentissage. Après, il y a eu l'Insight qui s'y est mis. Mais c'était vraiment très très peu développé. Et pour trouver des entreprises, c'est aussi très très compliqué. Et donc, moi, ce que j'avais fait par exemple en BTS, c'est juste pour trouver mon stage, parce que je n'avais pas le réseau que mes parents pouvaient avoir pour trouver une entreprise. Et donc, j'avais pris l'annuaire, donc ça n'existe plus maintenant, l'annuaire. Hein. Mais j'avais pris l'annuaire, j'avais fait toute la liste des sociétés, des petites PME et des SS2I. Et je suis partie avec ma voiture et j'ai fait tout le tour. Et la première m'a recrutée, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a la difficulté avant de trouver l'entreprise. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus simple parce que le gouvernement favorise énormément l'apprentissage. Donc allez-y, soyez apprenti parce que c'est le meilleur moyen pour vous et d'être autonome financièrement et d'apprendre. Parce que l'essentiel, c'est vraiment d'apprendre. Je peux rebondir également là-dessus, en fait, parce que c'est vrai que je me retrouve totalement dans le profil de Maïke, où pareil, du coup, ça fait 15 ans que je suis dans ce domaine et l'apprentissage, c'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui. Moi, j'ai fait vraiment des études dans une école d'art aux Beaux-Arts, et c'est vrai qu'en sortant des 5 ans, en fait, on est un peu dans notre bulle. C'est un peu ce que je pourrais reprocher, en fait, on est dans notre bulle artistique, mais en fait, on n'est pas du tout confronté au monde professionnel. Et c'est totalement différent lorsqu'on rentre en entreprise, en fait. Du coup, faut bien avoir conscience de ça lorsqu'on choisit la filière dans laquelle on va. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles qui se sont développées, qui se sont ouvertes. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire le bon choix dès le départ et être conscient de ce qui nous attend, on va dire. Parce qu'on a, voilà, en sortant de là, on n'a aucune compétence professionnelle, mais aussi administrative qu'il nous faut pour justement, quand je disais, de ne pas se lancer de suite en freelance, parce qu'il nous manque toutes ces compétences de savoir comment gérer une entreprise, comment démarcher, la comptabilité, enfin tout ça, c'est beaucoup trop d'un coup. Et voilà, donc toutes les écoles ne forment pas à ça, il faut en avoir conscience. Merci pour vos témoignages. On va peut-être laisser… Pardon. Oui, allez-y. Alors, je suis un petit peu plus âgée, je pense, que tout le monde. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est il y a les études, mais il y a aussi ce que vous faites à côté. Donc, vous l'avez vu, on est toutes, je pense, passionnées, qu'on soit salarié ou en freelance. Et vous êtes dans le domaine du numérique, que ce soit la cybersécurité, l'électronique, le game design, la programmation pure et dure. Ce sont des métiers qui sont aussi pratiques. Donc, il y a ce que vous apprenez à l'école, au lycée, il y a ce que vous allez apprendre à l'université, en BTS, à l'école d'ingénieur, mais il y a également les gens que vous allez rencontrer autour de vous, donc en allant dans des Fab Labs ou autres lieux, les salons, mais également ce que vous allez faire vous sur votre temps libre. Donc c'est aussi des moments où vous allez pouvoir apprendre par vous-même, et à partir du moment où c'est une passion, finalement, ce temps ne va pas être du temps perdu, ça va être du temps où vous allez vous faire plaisir. Et aujourd'hui, vous avez une ressource qui est infinie avec le web et la possibilité d'apprendre aussi en autodidacte. Moi, j'ai eu des élèves qui, en quatrième, travaillaient eux-mêmes, étaient sur Open Classroom et faisaient des choses sur Unity. Voilà, qui est un logiciel, je pense que bon, pour Ubisoft, vous connaissez très bien, voilà, qui est un logiciel de création de jeux vidéo très performant. Donc, vous avez tout à fait la possibilité. Après, c'est trouver aussi qu'est-ce qui vous plaît et ne soyez pas cantonné dans un domaine, ouvrez-vous vraiment à tout ce qui vous entoure. Je me permets du coup juste, si je peux, 2 petites secondes de rebondir dessus. Effectivement, ouais, complètement, c'est hyper important. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que dans le métier du coup de la production, ben, vu qu'on construit l'équipe, on va être pas mal au cœur aussi du recrutement avec les équipes RH. Et effectivement, c'est hyper important du coup tout ce qui est fait à côté. Ne serait-ce que moi, pour ma part, j'organisais des événements à côté de cinéma, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on a recruté justement en fait des level designers et même en fait des GPP qui avaient fait du coup leur propre jeu du coup sur Unity, mais vraiment à titre perso, c'était pas des sorties d'école et en fait c'était plus parlant pour nous que quelqu'un par exemple qui n'aurait pas été sur ce moteur qu'on utilise sur le jeu sur lequel on est actuellement et qui aurait fait une école. Donc en fait il y a vraiment les deux à mettre en parallèle. Il y a ce que vous faites à côté, ce que vous faites à l'école et puis vraiment aller chercher l'info là où vous pouvez la récupérer en fonction de vos envies quoi. Mais on est tout est ouvert.
Merci mesdames. Apparemment, on a pas mal de questions dans le chat, donc je vais peut-être laisser, Audrey nous les lire à haute voix, de manière à ce que vous puissiez les unes les autres, en fonction du type de questions, y répondre. Alors, je pense que la première est plutôt pour Sophie. Du coup, les étudiants réfléchissent à l'orientation après le BTS, éventuellement dans la cyber, sachant qu'ils sont en BTS Management opérationnel de sécurité. Sans passer dans une école d'ingénieurs, que préconisez-vous? Et est-ce qu'il y a différents métiers de la cybersécurité? Alors, comme je ne savais pas ce que c'était que le BTS, un management opérationnel de sécurité, je suis allée me renseigner vite fait sur le site de l'ONICEP. Donc, d'après ce que j'en comprends, c'est donc un BTS qui est plus axé sur la sûreté. Donc, la sûreté, c'est la protection des personnes, que sur la sécurité des systèmes d'information. Donc, à la limite, si j'ai un conseil à donner, alors je ne connais pas très bien le type d'école qu'il faut faire après, mais si on veut basculer sur les métiers de la cyber, donc plutôt dans la sécurisation des systèmes d'information, je dirais que ce qui se rapproche le plus de la sûreté, c'est la sécurité au sein des groupes, ce qu'on appelle nous la DSI, donc la direction des systèmes d'information, avec les chaînes SSI pour sécurité des systèmes d'information et les postes liés autour de RSSI, donc responsable de la sécurité de l'information. Ça consiste à mettre en place des processus qui permettent d'assurer la sécurité de l'informatique du groupe. Donc, bon, chez Thales, on a une grosse DSI qui se met à jour régulièrement, qui nous permet d'avoir des outils comme Teams, par exemple, qui nous protège avec une politique de pare-feu assez restrictive. Donc, on ne peut pas aller n'importe où sur les sites internet, etc. Donc, c'est plutôt ces aspects-là. Contrairement à des aspects plutôt métiers sur lesquels moi je suis portée, puisque c'est vraiment les projets que l'on vend à des clients. Alors ensuite, est-ce qu'il y a différents métiers de la cybersécurité? Alors oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu cyber, dès lors qu'on travaille sur un système d'information porté sur la sécurité. Donc aujourd'hui, un métier cyber, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut faire de la cybersécurité dans la programmation, comme on peut faire de la cybersécurité sur des réseaux, parce que c'est essentiellement ça, la racine d'internet et la racine de l'informatique, donc c'est programmation d'un côté et réseau de l'autre. Et donc les différents métiers de la cyber, c'est comment je sécurise un processus de développement, comment je sécurise un réseau, une infrastructure, et ensuite si je m'inscris plutôt dans une méthode de développement dite safe, agile, cycle en V, etc. Donc, je ne sais pas trop si j'ai répondu. Et après, effectivement, il y avait les soft skills. Donc, alors ça, c'est toujours les mots anglais à la mode parce qu'on aime bien l'anglais. Je ne sais pas pourquoi on aime bien l'anglais, mais alors, on l'emploie partout. Non, soft skills, donc pour la définition, donc on peut me dire si je me trompe. Donc, il y a les compétences techniques d'un côté qu'on peut apprendre à l'école. Et puis après, il y a le savoir-être et la personnalité. Donc, on pourrait dire que dans ce qu'on appelle les compétences douces, c'est par exemple avoir un bon relationnel, savoir discuter avec les gens, la bienveillance, se tenir au courant, par exemple, des nouvelles technologies, être curieux, avoir toujours envie de creuser un sujet, ce genre de choses. Super, merci Sophie. Est-ce que du coup, les autres peuvent aussi répondre à cette question sur les soft skills? Marie, par exemple? Yes, oui, tout à fait. En fait, sur les soft skills, déjà pour l'utilisation du mot anglais, c'est vrai qu'en plus, c'est hyper important dans nos métiers, l'anglais, encore plus depuis ces dernières années, avec en fait le Covid et tout ce que ça a permis de mettre en place en termes de travail international et facilité de collaboration. Et pardon, je dérive un petit peu, mais c'est vrai qu'au niveau d'Ubisoft, par exemple, comme il y a des studios partout dans le monde, on est souvent amené à travailler avec des personnes de Toronto, avec des personnes de Barcelone, de Bucarest, de Pune. Et en fait, souvent, le langage commun, c'est l'anglais. C'est pour ça qu'aussi, pareil, à l'oral, souvent, on a des petits mots qui peuvent sortir en anglais, du coup, sans qu'on en ait conscience.
bienveillance. Et pour les soft skills, en fait, ce qui est important dans les métiers de prod, c'est vraiment la curiosité en numéro 1, parce qu'en fait, il faut avoir envie d'aller comprendre comment fonctionne tel ou tel métier, alors qu'on n'a pas forcément été formé sur le sujet, justement. Et après, il y a vraiment l'écoute, enfin, ça va être un peu cliché, mais tout ce qui est écoute, bienveillance, c'est hyper important, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on articule en fait une équipe qui peut aller de 30 personnes à 2000, chacun va dire que en fait son sujet c'est le sujet prioritaire et que sans ça il peut pas avancer. Et en fait il faut vraiment réussir à faire à apporter des solutions et puis surtout à écouter et puis derrière à avoir une attitude positive pour réussir à tout articuler de la meilleure manière pour que tout fonctionne correctement et qu'on arrive à terme à mener à bien nos objectifs. Pardon. Donc voilà, moi je dirais bienveillance, écoute et curiosité. Merci Marie. Sarah, du coup, pour vous, les soft skills nécessaires? Ouf, alors j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que me disait Maike. Voilà, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est, c'est pas des choses qui s'apprennent hein, finalement. C'est vraiment des compétences qui sont multiples, qui sont finalement des compétences personnelles qu'on va cultiver ou d'autres compétences qu'on va pouvoir mettre au service de son travail. Mais c'est pas vraiment des voilà, je trouve que oui, les termes de bienveillance, le terme de collaboration également, le terme de communication, savoir communiquer, savoir aussi faire une veille, voilà, c'est un ensemble de choses et chaque métier a ses propres soft skills. Super, voilà, merci. Pour compléter. Oui, voilà, oui, mais c'est très bien parce qu'en fait, je ne sais pas concernant les autres femmes, qu'est-ce qu'il en est, mais quand j'ai fait mes études d'école d'ingénieur, par exemple, on était 5 filles pour une promo de 45. Et là, dans mon travail, on a à peu près 10% de filles. Donc, Thales a la volonté de recruter des femmes. Donc, on essaie de chercher, on chasse. Mais il y a très, très peu de femmes. Et c'est vrai que la plus-value d'une femme dans un métier, on va dire, où il y a énormément d'hommes, c'est vraiment les soft skills, ce qui permet de faire un lien et d'abaisser les tensions qu'il peut y avoir, notamment dans des milieux très, très masculins. Alors, c'est très bien ce que vous venez de dire, Sophie, parce que ça fait vraiment la transition sur la dernière intervention, celle de Sarah Saban, qu'on a entendue en tout début de présentation. Sarah va nous parler en fait des difficultés à recruter des femmes, de l'état du marché. Je vous laisse parler en fait de votre métier de chargée de recrutement, Sarah. Alors, donc moi, je suis chargée de recrutement et de relations école au sein de Micropole. Donc, voilà, j'ai toujours, voilà, depuis 10 ans, je suis dans ces deux métiers-là qui sont pour moi voilà, complémentaires. Et voilà, après avoir travaillé dans différents cabinets, dans différentes structures, spécialisées dans différents métiers, j'ai pris la décision voilà, de m'orienter vers les métiers techniques et numériques parce que pour moi, ce sont voilà, les métiers d'avenir. Donc voilà. Et aujourd'hui, comme depuis de nombreuses années, on rencontre certes une difficulté à recruter des femmes dans ces métiers. Pourtant, ce n'est pas impossible, hein. Vous en avez eu des témoignages aujourd'hui, hein, donc c'est pas du tout impossible. Et surtout, ça va évoluer. Avec le temps. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'il y a davantage d'hommes que de femmes qui postulent à nos métiers et qui explique le fait qu'aujourd'hui, le recrutement des femmes dans le domaine de l'IT, je dirais, en fait, ce sont des profils rares. Voilà, ce sont des profils rares et cette rareté s'explique par différentes raisons, différentes explications. Alors tout d'abord, historiquement, voilà, les stéréotypes sont aujourd'hui encore tenaces. Généralement, on parle d'hommes de science et rarement de femmes de science, hein. Pourtant, voilà, on a eu des témoignages aujourd'hui. Ça devrait l'être. Voilà, on devrait parler de femmes de science. C'est vrai que généralement,
Les femmes font davantage, lorsqu'il s'agit de choisir leur orientation, excusez-moi, ce qui va être le cas pour vous très très bientôt. On a davantage, on fait davantage des choix en se basant sur le côté émotionnel, sur le côté humain. On va davantage voilà, se questionner, etc. Alors que les hommes, généralement, font des choix voilà, de raison, hein, concrètement. Voilà, ils veulent devenir, je sais pas, mathématicien, ingénieur. Allez, hop, ils foncent. Nous avons davantage tendance à être beaucoup plus posés et à réfléchir davantage à nos évolutions et puis surtout à nos choix. Il y a aussi le contexte familial. Malheureusement ou heureusement, généralement, voilà, on n'est pas forcément aidé de ce point de vue-là, tout simplement parce que on n'est pas forcément poussé, voilà, par les parents, et c'est dommage. C'est dommage, voilà, de pas rentrer dans ces carrières-là. Mais effectivement, ça ne voilà, ça n'aide pas. Le contexte familial n'aide pas, mais voilà, c'est en voie de changement. Il y a également le contexte académique. Donc aujourd'hui, ça change et heureusement, on le voit aujourd'hui à travers voilà, des webinaires comme celui-ci qui ouvrent enfin la voie à ces métiers, à ces métiers scientifiques aux femmes. Mais c'est vrai qu'historiquement, voilà, on a tendance à malheureusement orienter les femmes vers des métiers dits féminins et les hommes vers des métiers beaucoup plus masculins. Ce qui m'amène à expliquer aussi le fait d'être voilà, le fait que ce soit compliqué. De recruter des femmes dans l'IT, ce n'est pas qu'historiquement en fait que c'est problématique, c'est aussi de manière sociétale. Comme je viens de vous le dire, voilà, on considère qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes, ce qui est clairement absurde quand on y réfléchit aujourd'hui, mais ce qui explique aussi le fait qu'on ait du mal à recruter des femmes dans le domaine de l'IT. Nous sommes nous-mêmes confrontés à ce problème-là. Dans mes souvenirs, il y a 20 à 30% de femmes au sein de notre structure, au sein de nos métiers, parce qu'il y a un manque d'attractivité pour les métiers de l'IT, une vision, je pense, erronée de ces métiers-là, puisque on les connaît pas suffisamment. Donc aujourd'hui, vous avez eu différents aperçus et différentes explications, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, il est difficile pour pas mal de femmes de se projeter dans ces métiers, mais c'est tout à fait normal puisqu'ils sont, on a une vision erronée, mais aussi ce sont des métiers qui aujourd'hui sont mal, je dirais, représentés. Donc on a de la chance aujourd'hui, non, mais de manière générale, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des profils très rares. Mais voilà, je vais terminer par une note positive. C'est en voie d'amélioration. C'est en voie d'amélioration dans nos métiers et c'est tant mieux. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce que je peux rajouter encore quelque Oui, chose? bien Je sûr. suis désolée de tout le temps parler, de peut-être un peu monopoliser l'attention. Je vais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Il y a la possibilité de faire du télétravail. Et quand on a une famille, parce qu'il y a aussi pourquoi on ne fait pas d'études, bon, il y a le contexte familial, etc. Puis après, il va y avoir le contexte avec le conjoint, les mutations, moi j'ai un travail intéressant, toi tu n'as pas un travail intéressant, etc. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir faire de l'informatique à distance, et notamment par le télétravail, ce qui fait qu'on est complètement mobile, on travaille de là où on veut, et je trouve que cette flexibilité-là peut amener les femmes à choisir ces métiers. Tout à fait. Merci beaucoup, Sophie. Écoutez, merci infiniment, mesdames. Je pense que l'ensemble de vos témoignages, vos parcours très différents les uns des autres et vos métiers vont permettre à ces jeunes femmes et ces jeunes gens d'avoir de nouveaux rôles modèles et je l'espère, nous l'espérons, aller vers ces filières du numérique. Sachez que le dispositif numérique pour elles a en tout cas pour vocation d'attirer encore plus de jeunes gens. Merci à vous tous et puis très bientôt. Excellente fin de journée. Au revoir.